Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, près de 1500 milliards de francs CFA prévus à Thiès, un programme triennal d'investissement prioritaire. Annonce faite lors du Conseil des ministres aujourd'hui. Le plan en 20 points couvre plusieurs secteurs. Les détails dans ce 20h. Un homme a été écrasé par le train express régional. L'accident a eu lieu ce matin vers 7h. L'homme décédé sur le coup souffrait de troubles mentaux. Dans l'actualité politique, Aminata Touré et Guy Marius Sagna unis au nom de la justice sociale au Sénégal. L'ex-première ministre épouse les idées défendues par le mouvement FRAPP. Opération de déguerpissement au rond-point Nord-Foire. Camionneurs et vendeurs de sable gravier sommés de quitter les lieux pour des raisons de sécurité. L'opération est menée par la Direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol, la DESCOS. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Un programme d'investissement provisoire arrêté à 1500 milliards de francs CFA. Le plan triennal relatif au renforcement du maillage sécuritaire de la région de Thiès, l'accélération du développement de l'économie maritime, entre autres. C'est l'annonce phare du Conseil des ministres tenu aujourd'hui à Thiès à l'occasion de la tournée économique du président de la République Macky Sall. Compte rendu Cheikh Anta Diop, c'est la tire. njiitu réew mi ginnaaw bi mu dégloo ñi yëkkati woon seen kàddu ku ci nekk fësal ngir ñu teg ay programme ngir yokkuteg région bu Thiès moom fësal na ab programme boo xamante ni daañu def ci région bu Thiès lu toll ci 1500 milliards. Environ de 1500 milliards pour le programme d'investissement. En Wolof, nous y reviendrons dans un instant. En français, restons à Thiès. Plus de 3000 pères de famille de Mbour 4 ont reçu leur titre foncier des mains du chef de l'État. Un ouf de soulagement pour le collectif Mbour 4 après 20 ans de combat. Alassane Ba. Le collectif Mbour 4 se réjouit de la bonne nouvelle. Après 20 ans de lutte et de promesses, le président de la République a décidé d'attribuer des titres fonciers aux habitants de cette partie de Thiès, communément appelée Thiès-Villeneuve. À titre symbolique, il a donné 20 parcelles, 20 titres à titre symbolique, mais le reste, dès lundi prochain, ils vont commencer à distribuer les autres papiers. Nous sommes très contents. Ça fait plus de 20 ans que nous courons derrière vraiment cette attribution. Le président a légiféré la situation. Voilà. Je suis tellement content qu'on est ému, on ne peut pas dire autre chose. Nous avons salué la solution qu'il a apportée au problème des populations de Mbour 4. 20 axes prioritaires ont été dégagés à l'issue du conseil présidentiel. Le maire de la ville salue l'engagement pris par le chef de l'État et estime que Thiès a surtout besoin de la reprise du trafic ferroviaire. Vous savez, je ne cesse de le dire, Thiès est un don du rail. Cette ville que nous avons aujourd'hui, nous le devons au rail. C'est le rail qui a fait de Thiès ce qu'elle est devenue aujourd'hui, une grande ville africaine. Et cette ville dépendait économiquement du chemin de fer. Et l'arrêt du chemin de fer a participé à tuer économiquement cette ville. Nous avons vu qu'il y a 20 mesures qui ont été prises et nous saluons toutes ces mesures qui prennent en compte effectivement le renforcement, l'émergence de la région de Thiès et surtout la résilience des communautés. Et le président a démontré encore qu'il maîtrisait effectivement les préoccupations des populations. 1500 milliards de francs CFA d'investissement pour 3 ans, un programme d'investissement prioritaire 2023-2025 pour le développement de la capitale du rail. Le chef de l'État a déjà décliné ses ambitions. Les populations attendent de voir les résultats. Merci Alassane. Aminata Touré épouse les idées défendues et portées par le mouvement FRAPP. Lors d'une conférence de presse conjointe, l'ex-première ministre a formalisé son rapprochement avec Guy Marius Sagna. Les deux opposants sont unis au nom de la justice sociale au Sénégal. Aminata Mbaresso.
Aminata Touré, invité de Guy Marius Sagna, une visite de courtoisie au siège du mouvement FRAPP pour parler de la protection sociale des travailleurs. Mais auparavant, l'hôte du jour a tenu à remercier Guy Marius Sagna pour ses combats et son engagement. De nous formaliser ce poste de député, député peut-être bien avant. Parce que député, moi, porter revendication, il y a askanamam taxawuti. Kon ñu ngi lay vraiment ndokkeel ci sa taxawaay ci wetu askan bi ak di la ndokkeel aussi ci sa courage physique parce que suivre nañu aussi donte xëy na ca booba temps sax liggéeyuñu woon waaye loolu it doonoon na lu ma marqué parce que nit ki li yaramam mooy li ëpp solo ci moom te gis nañ aussi li nga daj ci vraiment taxawal sénégalais yi ñu ngi la ci ndokkeel ak di la remercier waa FRAPP yëpp ci invitation bi ngeen ma def. Aux côtés des membres du mouvement FRAPP, l'ancien parlementaire a axé l'essentiel de ses interventions sur les questions sociales. Aminata Touré plaide pour une réforme dans le choix des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Je voudrais réitérer ma proposition de réforme à fond du Conseil supérieur de la magistrature, qui doit s'ouvrir à d'autres forces. Les représentants des travailleurs pour connaître du contentieux du travail. Que je crois que 80% de ce qu'on a entendu aujourd'hui est relatif au contentieux du travail. Il faut l'ouvrir également, certainement, aux employeurs, mais également aux femmes et aux jeunes. Parce qu'en réalité, la question de la justice dépasse juste les magistrats. C'est une question sociale. Autre question soulevée par celle qui fit tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, la question des litiges fonciers. Qu'il est temps que l'État prenne des dispositions pour que la gestion de notre domaine national soit une gestion transparente et équitable. Moi, je considère qu'il faut un Conseil national de gestion du domaine foncier. L'attribution de nos terres aux citoyens doit dépasser une direction nationale. Ce n'est pas l'unique affaire de fonctionnaires, absolument pas. Cette visite, la première au siège du mouvement FRAPP, Aminata Touré marque à nouveau son Par cet acte, elle marque à nouveau son désengagement auprès du pouvoir en place. En politique toujours, interdiction du meeting de PASTEF à Mbacké. Les militants de PASTEF dénoncent les arguties du préfet de Mbacké. Vous le savez, le rassemblement politique devait se tenir demain, vendredi. La déclaration de la manifestation est jugée irrecevable par le préfet. C'est une intimidation inacceptable, regrettent les organisateurs décidés à tenir le rassemblement. Cet acharnement envers notre leader, le président Ousmane Sonko, ne passera pas. Mbacké, Touba, le département va s'ériger en bouclier pour défendre le président Ousmane Sonko. Nous résisterons et nous tenons l'opinion publique internationale et nationale que ce meeting-là sera organisé demain, Inch'Allah. Personne, il n'a qu'à mobiliser l'armée nationale. Personne ne peut nous empêcher de tenir notre meeting demain. Le président Ousmane Sonko va venir demain ici. Il va être accueilli comme un héros, comme d'habitude. Nous sommes très prêts pour tenir notre meeting. Quoi qu'il adviendra. Si Macky Sall maintenant est prêt à tuer l'ensemble des fils de ce pays pour avoir un troisième mandat illégal et injuste, il n'a qu'à le faire. Et aux dernières nouvelles, le député Cheikh Thioro Mbacké, Serigne Assane Mbacké et 6 autres militants de PASTEF ont été arrêtés par les éléments du commissariat de Mbacké. Nous y reviendrons avec nos équipes. L'autre grand titre de cette édition, le rond-point Nord-Foire désencombré. La mission est menée par la DSCOS, la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol. Le site, vous le savez, occupé par des camionneurs, était connu comme un lieu de vente de sable et gravier. Pour des raisons de sécurité, les occupants devront désormais quitter les lieux. Abdoulaye Diop. Tout rasé, c'est l'ordre donné par la DSCOS. Cette opération se déroule sous le regard dépité de ces ouvriers qui travaillent ici depuis longtemps. Sur cette image, l'espace en jaune est une propriété de Auchan. La ligne rouge, quant à elle, servira de route goudronnée
qui quittera Keur-Yoff pour rallier les Parcelles Assainies. Cette charrette transporte les pièces détachées du chef de garage des mécaniciens. Il crie déjà au désespoir. Ce charretier vient ici pour prendre du sable. Le chef du garage demande aux autorités de leur trouver un point de chute pour pouvoir continuer leur travail. Absolument rien. Même la dépense quotidienne que nous assurons auparavant quotidiennement, nous peinons à le trouver. Donc nous voulons trouver les autorités compétentes, pour qu'ils puissent nous trouver des sites de recasement. C'est tout ce que nous demandons. Cette opération a été ordonnée par la DESCOS pour son directeur. Cette décision a été prise pour désencombrer la VDN, mais aussi pour préserver le cadre de vie et la sécurité des populations riveraines. Il s'y ajoute que cet espace est une assiette foncière appartenant à des privés. Merci Abdoulaye. L'actualité, c'est aussi un homme tué par le TER après 7 heures ce matin. L'homme écrasé souffrait de troubles mentaux selon les témoignages. La personne présente sur la voie ferroviaire à environ 300 mètres de la gare de Rufisque. Elle a été heurtée par un train qui venait de Diamniadio. Lui, la psychose s'est installée au lendemain de l'explosion d'un réservoir d'hydrocarbures au quartier Sindoné. Les populations sont inquiètes car cet accident révèle que le danger peut subvenir à tout moment. Reportage Ousseynou Diop à Bibsec. Devant la maison où l'explosion qui a fait 2 morts s'est produite hier, des passants curieux jettent le regard sur la citerne éventrée. De l'autre côté, sur le visage des talibés qui fréquentaient le lieu, on peut lire une grande tristesse suite à la mort de leurs camarades. À quelques mètres de la maison où le drame s'est produit, des voisins discutent et craignent pour leur vie à cause des citernes enterrées ici depuis le temps colonial. Nous avons peur actuellement parce que tout le monde dit que nous habitons sur des citernes et c'est vraiment dangereux. C'est depuis le temps des colons. Même lors des travaux de l'école Marif, les travailleurs avaient découvert des citernes remplies d'essence. Donc, nous ne sommes plus en sécurité. Ces femmes rencontrées invitent l'État à réagir rapidement. L'État doit faire son travail. Nous avons perdu 2 talibés. Il y a des citernes dans toutes les maisons. C'est pourquoi l'État doit nous venir en aide. C'est ce que nous demandons parce que beaucoup disent que les citernes sont enterrées ici depuis le temps colonial. Ce qui inquiète les habitants du quartier Sindoné, c'est surtout les grandes écoles publiques et privées situées dans cette zone et qui sont toutes menacées. Nous ne sommes plus en sécurité. Il y a de grandes écoles à côté. Le lycée Ahmed Fall et l'école Marif. Les jeunes du collège Didier Marie jouent également ici, pendant les heures de pause. Vraiment, nous sommes très inquiètes. Au quartier sud, après l'explosion, beaucoup de personnes craignent pour leur vie. Les habitants prennent des discussions sérieuses avec les autorités locales pour trouver des solutions définitives à ce problème. C'est nous, les populations inquiètes, car le danger peut survenir à tout moment. Merci beaucoup. Revenons sur le Conseil des ministres tenu à Thiès aujourd'hui à l'occasion de la tournée économique du président de la République dans la Cité du Rail. Un programme d'investissement prioritaire arrêté provisoirement à 1500 milliards a été annoncé. Le plan triennal relatif au renforcement du maillage sécuritaire de la région, l'accélération du développement de l'économie maritime, entre autres. C'est l'annonce phare du Conseil des ministres. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Le président Macky Sall, après avoir écouté les intervenants, a pris bonne note. Il tire ici les conclusions et dégage des axes pour un programme d'investissement prioritaire. Environ de 1500 milliards pour le programme d'investissement prioritaire de Thiès dans la séquence 2023-2025. Ce sont là, mesdames et messieurs, les décisions majeures
que nous pouvons arrêter. Le chef de l'État se dit optimiste. Il compte même accélérer la cadence pour le développement de la région de Thiès d'ici 2025. Il s'agit d'accélérer le développement de la pêche et de l'économie maritime avec la réalisation du port de Ndayane. Il s'agira de renforcer la région de Thiès en tant que pôle scolaire et universitaire de référence international avec l'université Iba Der Thiam et la réalisation de l'hôpital de Mbour et l'hôpital de Thiès de niveau 3. La réalisation dans les délais de l'autoroute Thiès-Tivaouane, Saint-Louis, mais aussi Diogombor en passant par Fass Boye, qui sont prévus dans le cadre du programme spécial de désenclavement et du projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole. Faire de Thiès une ville neuve, c'est la préoccupation du chef de l'État. La nouvelle ville nouvelle de Thiès, à l'ouest de la nouvelle bretelle qui est en construction, qui relie la ville de Thiès à l'autoroute, la Touba. Donc, tout ce qui est à l'ouest, qui va jusqu'à la cimenterie des ciments d'Afrique. Idrissa Seck annonce lui aussi que Thiès est une région en devenir. Selon le président du Conseil économique, social et environnemental, le Conseil présidentiel constitue une opportunité pour revisiter le bilan de réalisation pour la région. Le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé dénonce la précarité des emplois dans ce secteur. Cher Seck milite en faveur d'une meilleure protection sociale des travailleurs. Le syndicat a tenu un conseil national aujourd'hui. Fatima Touré. Le secteur de la santé marche à reculons, c'est la conviction de la Fédération des syndicats de la santé. Un conseil national syndical ce jeudi, Cher Seck et compagnie se sont penchés sur la situation précaire des personnels. Une situation plus que précaire selon les syndicalistes qui déclarent que 3 sur 4 agents de santé sont des contractuels. Il faut éviter la précarité de l'emploi, surtout pour du personnel diplômé. Ce n'est pas du tout normal, il faut que ça s'arrête. La règle devrait être le recrutement de la fonction publique et quand il en manquera, on va combler. Mais aujourd'hui, au niveau du ministère de la Santé, la règle, c'est de recruter des contractuels. On veut contracter, il y a des gens qui depuis 10 ans sont dans la contractualisation. L'autre problème, c'est la situation de l'hôpital de Dantec. Jusqu'à présent, vous avez vu le personnel. Notre camarade Abdoulaye Dione est en prison. Pourquoi? Parce qu'il était au cœur du combat. Et aujourd'hui, nous continuerons encore à se battre pour qu'on le libère. Ce n'est pas du tout normal. À cela s'ajoute la prolifération des écoles de formation en santé qui, selon Cher Seck, ne respectent pas les règles édictées. La formation dans les écoles de santé ne respecte aucune norme. Vous savez, les personnes qui gèrent le recrutement du personnel de santé ou même ceux qui s'occupent de la formation ne sont pas des agents de santé. Ce qui les intéresse, c'est juste l'argent injecté par les ONG telles que l'USAID. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui des écoles de formation qui délivrent des diplômes non reconnus par l'État. Ces syndicalistes menacent de boycotter toutes les activités du ministère de la Santé si l'autorité continue à faire la sourde oreille. Maintenant, nous demandons aux autorités de convoquer des discussions, surtout le Premier ministre, pour qu'on essaie de trouver des solutions le plus rapidement pour le système de santé. Et tout cela, il faudra que, sous la houlette du Premier ministre, qu'on puisse reprendre les négociations. Parce que si on ne le fait pas, déjà on est en rétention d'informations, nous risquons de corser. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas moi qui prenne des décisions, mais je vais le soumettre au Conseil. Pourquoi ne pas boycotter toutes les activités en rapport dans le secteur de la santé? Très déterminée, la Fédération des syndicats de la santé envisage d'aller en grève si toutefois des solutions ne sont pas trouvées. Le temps n'est pas favorable pour aller en mer. Les pêcheurs vivent la situation à leurs dépens. Comme vous le voyez sur ces images, plusieurs pirogues restent à quai le temps que la météo s'améliore. Illustration à Yoff Tongor, Habib Faye, Mohamed Djenk. La présence de ces pirogues renseigne sur le climat de ces derniers jours. La houle en haute mer oblige les pêcheurs à rester à quai. Comme le démontrent ces pirogues sur le long du littoral de Yoff Tongor, seuls quelques pêcheurs étaient en mer, la cause une houle de plus de 35 km annoncée par la météo. Nous avons été informés de la houle accompagnée d'un vent très fort de 35 à 45 km par heure, raison pour laquelle nous restons à quai.
Il y a des organisations qui nous mettent au courant de l'agitation de la mer, mais parfois la houle nous trouve au milieu de l'océan. Malgré les prévisions de la NACIM, certains pêcheurs défient le temps, ce qui peut être parfois dramatique. Aucun de nos outils ne correspond aux normes de la pêche. Les petites pirogues en bois ne doivent pas dépasser 150 km. Les machines que nous avons sont de type 15 et le carburant coûte cher. C'est pour cela que nous sommes tentés parfois de braver les interdits. C'est anormal que ces pirogues qui mesurent 9 mètres puissent aller jusqu'à 150 km en mer. C'est un risque énorme. Et pourtant, ils sont outillés de matériel nécessaire pour éviter tout désagrément pendant la pêche. Nous amenons avec nous des GPS, mais les émetteurs ne fonctionnent plus au-delà de 100 km. Ils peuvent seulement marcher à 20 km, maximum 50 km. Nous avons des machines en bon état, sauf que parfois, les drames sont inévitables. Pour minimiser les dégâts, ces pêcheurs de Yoff listent leurs besoins. Les gros navires doivent respecter leur zone de pêche, ainsi que les petites pirogues. S'ils ne le respectent pas, il y a toujours un problème. Et ce sont les pirogues qui en pâtissent. Il faut surtout avoir des appareils de géolocalisation. C'est un devoir pour l'État de subventionner cet outil aux pêcheurs. La marine doit bien surveiller nos côtes. Aussi, le secteur doit avoir un hélicoptère de secours. Ces deux solutions peuvent nous aider vraiment. Hormis la houle qui rend la mer très agitée, les pêcheurs de Yoff Tongor rencontrent de plus en plus d'énormes difficultés pour trouver des produits halieutiques et subvenir aux besoins familiaux. Merci Habib. Allons à Tambacounda dans le cadre du PADER, le programme d'appui au développement agricole et l'entrepreneuriat. 6 organisations paysannes indemnisées à hauteur de 832 000 francs CFA pour perte d'animaux. Une indemnisation devenue possible dans le milieu de l'élevage grâce à l'assurance agricole. Voyons tout cela avec Abraham Poulpoui Amadoudouf. Au mois d'octobre 2022, le PADER2, programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat, avait distribué aux organisations paysannes des animaux pour l'élevage, des ovins, des caprins, de la volaille. Quelque temps après, les animaux sont décimés par des maladies. Pour relancer l'activité des bénéficiaires et lutter contre la pauvreté, un chèque distribué à 6 organisations paysannes pour les indemniser. On avait passé une période de chaleur au niveau de la région de Tambacounda. C'est au niveau national même, je peux dire, où il y avait cette maladie de Newcastle, ou bien la peste aussi, qui avait affecté à peu près les ovins, les caprins et aussi la volaille. De telle sorte qu'il y avait des sujets qui étaient... Et ça coïncidait aussi avec la grève du secteur primaire. Donc, on n'a pas eu encore ce suivi. Une indemnisation possible grâce à la souscription d'une assurance agricole. Dès le début, PADER a commencé à sensibiliser les producteurs. Donc, il y a eu des sensibilisations auprès de ces OP-là en relation avec la CONAS et le service de l'élevage pour que l'OP bénéficiaire, une fois l'OP enregistre des mortalités, donc par rapport à ces animaux mis à disposition, que l'OP puisse alerter dans les délais le service de l'élevage qui fait le constat et qui transmet également le rapport à la CONAS qui est chargée d'indemniser ces OP-là. Avec cette assurance agricole, les organisations paysannes indemnisées à plus de 80%. Donc pour aujourd'hui, l'indemnisation c'est à 832 000 francs. Nous indemnisons à hauteur de 80%. À 80% de la valeur déclarée. Donc si c'est un sujet de 100 000 francs, 80% de 100 000, c'est bien sûr un 80 000 francs que tu auras. Dans le cadre du PADER2, 11 organisations paysannes avaient reçu 440 têtes de petits ruminants et une assurance signée pour les indemniser en cas de perte. À Fatick, le vol de bétail hante toujours le sommeil des éleveurs. Selon la présidente du Directoire national des femmes en élevage, c'est le cheptelcourt qui est le plus ciblé par les malfaiteurs. La loi sur le vol de bétail doit être revue selon Djenaba Sidibé, interrogé par Aminata Goudiaby.
Sur une ruelle calme de la commune de Gossas, des femmes écoutent attentivement une communication sur l'accès des femmes à la terre. Elles viennent de différentes régions pour assister au lancement de la campagne nationale de l'accès des femmes au foncier. Et c'est dans le cadre du programme Alliance Femmes et Foncier. Puisque nous sommes dans le groupe de l'Alliance Femmes et Foncier, que pilote le SICODES au niveau national et au niveau international. Le directoire national des femmes en élevage a été coopté dans ce programme. Le groupe a élaboré un plan d'action. Les activités retenues dans ce plan d'action qui permettront aux femmes d'accéder aux fonciers et aux ressources économiques du pays. Le choix du département de Gossas pour le lancement d'une telle campagne se justifie. Dans cette localité, les femmes font l'agriculture, l'élevage, entre autres activités agricoles, mais elles accèdent difficilement aux fonciers. Vu l'activité des femmes sur la transformation des céréales, sur l'agriculture, l'élevage, vraiment nous avons besoin de terre parce qu'en général les champs appartiennent aux hommes. Nous voulons des terrains qui nous appartiennent à nous aussi. C'est très difficile d'avoir des terrains. Cette campagne nationale de l'accès des femmes à la terre va se dérouler sur 4 ans. L'objectif final est de rendre les femmes plus autonomes. Vous savez que quand les femmes ont accès aux ressources, ressources en eau, ressources en foncier, ressources financières et surtout elles vont réduire la pauvreté, particulièrement les femmes rurales qui sont actives dans l'agriculture, l'élevage et l'environnement. Le programme concerne 7 régions au total. Dans la région de Fatick, ce sont les départements de Gossas et de Foundiougne qui en font partie. Merci Aminata. Et on en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage de maître Serigne Amadou Mbengue, Les tracas d'une interpellation. Dans ce roman, l'avocat relate l'histoire du jeune Pape Magaye étudiant à l'université qui a fait l'objet d'une interpellation par la police, motif tiré d'une participation à une manifestation non autorisée. Note de lecture, Ibou Diouf. La trame narrative démarre dans la rue et finit dans les juridictions. Dans cet ouvrage, le personnage principal est appelé à répondre de ses actes et c'est donc tracas d'une interpellation. Il s'agit d'un jeune garçon, un étudiant, qui fait l'objet d'une interpellation par la police du point E. Et suite à cette interpellation, il est convoqué donc au commissariat de police du point E. Son père qui habite à Kaolack, illico presto, va se rendre à Dakar, va voir un professeur d'université qui se trouve par ailleurs être son cousin pour aider son fils à sortir de ce mauvais pas. Cette histoire nous plonge dans différentes étapes de la procédure pénale, du soutien des parents à la présence de l'avocat. Dans cet ouvrage, nous nous sommes donc appuyés sur l'article 5 du règlement numéro 5 de l'UMOA, article relatif à l'harmonisation des règles qui régissent la profession d'avocat au sein de l'espace UMOA. Article qui stipule que les avocats assistent leurs clients dès leur interpellation. Maître Amadou Mbengue, dans sa production, délivre aussi des connaissances sur nombre de considérations juridiques. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que l'article 5 du règlement numéro 5 de l'UMOA participe d'une disposition communautaire. Une disposition communautaire qu'il a fallu rendre applicable au Sénégal. Ce ne fut pas facile et il a fallu donc modifier l'article 55 du règlement du Code de procédure pénale afin de rendre applicable cette disposition. Les tracas d'une interpellation, une manière aussi pour l'auteur de rappeler les dispositions juridiques en cas d'interpellation d'un individu, mais aussi le rôle des proches pour le tirer d'affaire. Merci Ebou. Et puis dans l'actualité internationale, le décompte macabre n'en finit plus. Le séisme en Turquie et en Syrie a fait désormais plus de 20 000 morts. Les dernières informations avec Daniel Diouf. Plaidoirie et réquisitoire au procès en appel de proches de Guillaume Soro. Plusieurs d'entre eux jugés cette semaine à la cour d'appel d'Abidjan pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État lors du retour avorté de leur mentor en Côte d'Ivoire en 2019. Guillaume Soro avait été condamné par contumace à la perpétuité en 2021 et ses proches et collaborateurs jusqu'à 20 ans de prison.
Les accusés ont déjà été entendus ces derniers jours. C'était aujourd'hui le tour du réquisitoire et des plaidoiries. 6 hauts responsables militaires maliens, dont le chef d'état-major de l'armée de terre et celui de la garde nationale, relevés de leurs fonctions mercredi, selon un communiqué du Conseil des ministres qui n'avance aucune raison. Le directeur général de la gendarmerie nationale, celui de la sécurité militaire, du génie militaire et le directeur central des services de santé des armées ont également été remplacés. 60 millions de Sud-Africains obligés de cuisiner, laver leur linge et recharger leur téléphone à certaines heures de la journée seulement depuis des mois. Pour cause, le pays manque d'électricité avec des coupures programmées, des délestages qui ont duré jusqu'à près de 12 heures certains jours. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré l'état de catastrophe nationale pour répondre à la crise de l'électricité et son impact. Cette procédure avait été déclenchée l'an dernier lors des inondations sans précédent qui avaient fait plus de 400 morts dans le sud-est du pays et causé des destructions évaluées à plusieurs centaines de millions d'euros. Et puis le terrible tremblement de terre qui a frappé lundi le sud-est de la Turquie et le nord syrien a désormais fait officiellement plus de 20 000 morts. La Turquie dénombre ce jeudi 17 134 morts et la Syrie 3 317, soit un total de 20 451 victimes. Outre les très nombreux blessés, 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé qui redoute une crise sanitaire majeure. Dans l'actualité sportive, CAN U20, Malik Daf a publié la liste des 26 lionceaux qui vont représenter le Sénégal en Égypte. Liste avec 7 joueurs de Génération Foot, 4 de l'US Gorée et 4 expatriés également. Le point avec Cheikh Tidiane Diaw. 26 lionceaux pour défendre les couleurs du Sénégal à la CAN U20. Parmi eux, on y compte les récents champions d'Afrique, Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Djibril Diarra de Génération Foot. Ils seront accompagnés de leurs partenaires en club, à l'image d'Ibou Sané, Souleymane Bass, Amidou Diop, Sadibou Sané. Au total, ils seront 7 pensionnaires de l'académie de Denis Biramdao. L'autre club très bien représenté dans cette sélection est l'US Gorée, avec Seydou Sano, Mohamed Gueye, Ibrahima Sissoko et Ibrahima Seck. En gros, ils sont 4 dans cet effectif, de même que les expatriés qui vont renforcer le groupe. C'est le capitaine Samba Diallo du Dynamo de Kiev, de Mamadou Lamine Camara de RS Berkane, Souleymane Faye de Talavera en Espagne, de Pape Demba Seck de Zulte Waregem en Belgique. La convergence pour le renouveau du basket sénégalais et l'association des anciens basketteurs Keur Makni dénoncent des malversations dans la gestion de l'équipe fédérale actuelle. La CRBC dénonce la non-tenue d'une assemblée générale depuis 2015. Pathé Keita, membre de la Convergence. Le basket sénégalais est en train de souffrir de la faute quand même de l'équipe dirigeante qui non seulement a montré une certaine incompétence, mais aussi de plus en plus on a une gestion qui n'est pas transparente. On l'a tous vu avec les derniers rapports sur la gestion des fonds Covid, où la Fédération sénégalaise de basketball a été incriminée pour un montant de 140 millions dont ils n'ont pas eu à produire à la Cour des comptes les pièces justificatives, ce qui est quand même très regrettable pour l'image de notre basketball. Au-delà de ça aussi, ils montrent qu'il y a une incompétence durant plus de 7 ans à organiser le championnat national, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Ils doivent produire les documents relatifs à l'Assemblée générale. S'ils ne le font pas, nous, on va le faire constater par huissier, parce qu'on n'a jamais voulu aller au niveau du judiciaire. On va le constater par huissier et saisir la Cour suprême. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Binta Diallo et son invité Seydi Gassama d'Amnesty Sénégal. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.